attaquer maintenant la conf présentée par Covanly et Patrick Valibus, qui vont nous expliquer comment choisir un hébergement web. Et je leur laisse la parole. Merci Sandrine. Merci. Bonjour à toutes et tous, ici et ailleurs apparemment. Donc aujourd'hui, on a réfléchi longuement avec Patrick en se disant comment on pourrait parler d'hébergement web avec un prisme de lecture forcément SEO, puisqu'on est quand même dans un événement qui s'appelle SEO Camp. Alors cette conférence est une conférence qui est sponsorisée par O2Switch. On a payé pour avoir cette conférence. Mais on a essayé de faire en sorte que ça ne soit pas une publicité pour O2Switch, qu'on parle de façon un peu plus générale d'hébergement. L'idée, c'est aussi que cette conférence elle soit l'occasion pour vous d'éventuellement poser des questions. Alors, petit disclaimer tout de suite, je ne suis pas technicien support chez O2Switch, donc je n'ai pas forcément les réponses à toutes les questions. Mais si vous avez des questions très spécifiques sur des problématiques que vous avez, on se voit après la conf. Voilà. L'idée, ça va être vraiment de parler des concepts autour de l'hébergement, du coup, au global. Voilà. Alors, donc, moi, Covanly, aujourd'hui, je travaille pour O2Switch. Je suis la vitrine commerciale d'O2Switch. Voilà. Et moi, donc, Patrick Valibus, je suis ici pour faire le client type d'un hébergeur lambda. Voilà. Exactement. Allons-y. Alors, toi, SEO, quand on parle d'hébergement de tes sites, parce que vous avez quand même la particularité dans le monde du web, les SEO, d'avoir beaucoup de sites quand même. Qu'est-ce qui importe quand tu dois choisir un hébergement ? Ça va dépendre déjà du type de site qu'on veut héberger. Ça, on va le voir après, il y a différents types d'hébergement qui s'adaptent du coup au type de site. Bon. O2Switch, dans la sphère SEO, est quand même connu pour sa capacité à héberger ce qu'on appelle tous des PBN, du fait du nombre d'IP. Donc ça, chez un hébergeur, ce qu'on peut regarder, c'est combien il y a d'IP quand on veut héberger du PBN. Mais là, on est sur du mini-site très orienté SEO. On peut avoir également du site qui va être plus institutionnel, qui va être un WordPress classique, là où typiquement, on va vouloir mettre ça sur un hébergeur et ce à quoi on va faire gaffe, ça va être la capacité pour notre client ou pour nous, la facilité d'aller mettre ce site en ligne et de le mettre à jour et puis son taux de disponibilité pour la partie SEO, parce que si Google vient et que le truc se crache, c'est un petit peu gênant. Voilà. Et puis après, la gamme la plus élevée qui, elle, va être réservée vraiment ce qu'on appelle le money site, le gros e-commerce, on va dire, où là, typiquement, on va être plutôt sur du serveur dédié, qu'on va aller chercher, où là on va avoir besoin toujours autant de disponibilité pour que quand Google ou les utilisateurs passent, de la performance, du temps de réponse. Ça, c'est un des principaux critères, en plus de la qualité du support. Mais on va vraiment avoir aussi, dès qu'on est sur un site avec beaucoup de trafic, qui génère beaucoup de cache, d'avoir de la sécurité. C'est un des points qui est important dans l'hébergement, la sécurité, parce que si vous avez un e-commerce et puis que d'un seul coup, le truc, on peut rentrer dedans comme du gruyère, qu'il y a des numéros de carte bleue qui partent, ça peut être un peu compliqué pour l'image. Et puis le support, parce que plus on va être sur un gros site, et plus on va avoir des demandes spécifiques. Nous, en tant qu'agence, ça fait partie des choses qu'on regarde, c'est la qualité du support, et c'est ça qui fait qu'on reste client longtemps d'un hébergeur. Et dès qu'on est sur des gros sites e-commerce, on est sur des serveurs dédiés, on appelle ça, ou des machines virtuelles, on y reviendra un petit peu après. Et on a besoin d'avoir une qualité de support, et même on va parler d'infogérance. Si vous n'avez pas entendu le terme, déjà, ça fait partie des choses qui sont hyper importantes. Voilà, c'est vraiment ça que je vais faire attention, en tout cas, pour ma part. Merci Patrick. Donc si je résume ce que tu dis, on parle de qualité technique de l'hébergeur. Exact. Performance, sécurité, capacité de calcul, de stockage, etc. J'ai oublié d'utiliser un mot qui est important, c'est de la scalabilité aussi. Voilà. Okay. Qualité du service, être accompagné par son hébergeur au quotidien aussi, parce que des galères, on peut en avoir à n'importe quel moment, et rarement au meilleur. Je rajouterai une petite dimension dans aussi. Les points au meilleur, si on peut avoir des points au meilleur, typiquement le truc, je parlais de scalabilité, mais c'est la capacité d'un hébergeur à être réactif, parce qu'au meilleur, en mode, tu as une super pub à la télé qui passe pour parler de toi, ton truc s'écroule, là, si tu as un bon infogéreur, il est capable de gérer à ce moment-là, et c'est un bon moment. Et où il faut qu'il soit réactif. C'est un bon moment. Je rajouterai une dimension, c'est aussi la qualité aussi commerciale et contractuelle, savoir qu'est-ce qu'on a, pour quel prix, comment ça évolue dans le temps aussi. On va balayer tout ça.
Alors, comme l'a dit Patrick, il y a plusieurs types d'hébergement aujourd'hui sur le marché. Si j'en prends les mots classiques du marché, on a l'hébergement un petit peu historique qui existe depuis très longtemps dans le web, qui est l'hébergement mutualisé. L'hébergement mutualisé, c'est quoi? C'est sur une machine physique, je vais héberger plusieurs clients, donc plusieurs sites internet qui appartiennent à des gens différents. On va y revenir. Il y a le monde du serveur virtuel, du VPS, qu'on appelle cloud aujourd'hui à la mode. Vous savez qu'on est quand même une industrie qui réinvente des mots tous les 3 ans pour définir des concepts qui existent depuis 15. Voilà. Je parle aussi à titre personnel. Avant d'être avec eux de Switch, j'ai travaillé pour Amazon Web Services. Donc ce mot cloud, je l'ai beaucoup employé. Il y a une phrase que j'aime bien sur le cloud, c'est « There is no cloud, it's just someone else's computer ». On a la notion de serveur dédié. Donc un serveur physique qui est entièrement dédié à vos ressources, à votre ou vos sites. D'accord ? On a toute une gamme d'hébergements aussi de CMS as a service, que j'ai appelé comme ça. C'est des offres comme on a un WordPress pré-packagé, préinstallé, les WordPress as a service, ce genre de choses. Et on a, à l'opposé de ce WordPress as a service, le IaaS. On a parlé d'Amazon, il y en a d'autres. Si on cite les 3 leaders du marché, Amazon, Google, Microsoft, qui sont des gros acteurs du IaaS. Donc là, c'est de l'infrastructure as a service. Alors aujourd'hui, il peut y avoir une petite confusion, notamment entre ce qu'on appelle le mutualisé et le VPS. Alors, juste qui ici connaissait les nuances entre ces différents trucs avant de venir dans la salle? Est-ce que c'est des notions qui sont claires pour tout le monde? Je sais pas. On va les redéfinir un petit peu. On fait du bien. Merci Patrick. Mutualisé, comme je vous l'ai dit, on est plusieurs sur une machine, on partage de la ressource. On fait de la coloc. On fait de la coloc. En revanche, on est en 2021, on ne fait pas du mutualisé comme on le faisait il y a 30 ans. Aujourd'hui, un hébergeur digne de ce nom doit être capable, sur du mutualisé, d'allouer des ressources à chacun de ses clients sur le mutualisé. Aujourd'hui, on a des machines matériellement qui sont suffisamment puissantes, avec des processeurs, avec suffisamment de cœur au sein des processeurs, des serveurs qui sont capables d'encaisser des niveaux de RAM extrêmement importants, donc on peut allouer des ressources à chaque hébergé sur le serveur. Éviter le concept du voisin bruyant, qui fait que je suis sur un serveur, j'ai un voisin qui a un pic de trafic de dingue et qui met en carafe mon site. Ça ne doit plus exister aujourd'hui sur de l'hébergement mutualisé. C'est quelque chose, si vous devez aller sur du mutualisé, dont il faut vous assurer auprès de votre prestataire. L'apport qu'a par rapport au mutualisé sur le VPS, il est, selon moi, d'une seule dimension. Il vous donne l'accès root à la machine en Linux. Si vous n'avez pas besoin de l'accès root en Linux, vous n'avez pas besoin de ce type d'hébergement aujourd'hui. Voilà. Et si vous ne savez pas faire, n'essayez pas de le savoir. Voilà. Non, mais c'est important. On parlait de quels sont les types d'hébergement. Il faut aussi savoir où s'arrêtent ses compétences et son métier. Exactement. Sachez vous faire accompagner. Sur de l'hébergement, si on ne veut pas s'engueuler avec ses clients, c'est important de se dire je sais que je ne sais pas et je confie ça à des gens. Voilà. Infogéreur, c'est un métier. Voilà. Et développeur et infogéreur sont 2 métiers complètement différents. Voilà. Ça me paraît important de préciser. Bien sûr. Serveur dédié, donc on l'a vu, c'est un peu le même type de service que ce que vous allez avoir en mutualisé ou en VPS, sauf que l'intégralité des ressources de la machine vous est là pour le coup dédiée comme son nom l'indique. Pas de différence. Le CMS as a service, installer WordPress, ça met en PLS. On a le droit, ça arrive, on n'est pas tous obligés d'être des spécialistes. Donc je vais quelque part où j'ai juste à amener le contenu de mon site, en fait, quelque part. L'installation technique, elle est gérée par l'hébergeur. D'accord ? Et le IaaS, c'est l'opposé. C'est j'ai plein de briques. S'il y en a qui ont déjà ouvert une console Amazon ou Microsoft, il y a 12 millions de services par ligne. C'est complètement incroyable. On peut tout faire, on peut construire toute son infrastructure. Par contre, il faut maîtriser toutes les couches techniques. En gros, pour imaginer, quand vous faites une installation de WordPress, vous allez dire à un moment donné, voilà, ma base de données, les accès, c'est ça, mon serveur, le dossier, c'est ça. Bah, là, en fait, là-dessus, vous allez avoir MySQL d'un côté, la partie web de l'autre. Si vous avez encore un truc de cache, c'est encore ailleurs. Voilà, c'est tout dispatché sur des microservices séparés. Voilà, c'est pour vous situer, c'est ça. Est-ce que déjà, sur cette typologie d'hébergement, ça vous clarifie un petit peu le marché ? Est-ce qu'il y a des questions ? Puis un point qu'on n'a pas mis là, qui est important, c'est confondez pas registrar, donc celui qui vous permet d'avoir le nom de domaine, et l'hébergeur. Ce sont 2 métiers différents et même une bonne préco en termes de sécurité. Notre ami David Shelley, s'il nous regarde, il dirait bien ça.
c'est important de l'avoir à 2 endroits différents. Voilà. Parce que comme ça, si vous avez un des trucs qui est en carafe, imaginons l'hébergeur a son infrastructure qui est HS pour X ou Y raison, bah, vous avez toujours accès à la partie gestion du nom de domaine et vous pouvez le faire pointer vers une page de maintenance quelque part et vous n'avez pas tout qui est en PLS. Voilà. Donc c'est important de savoir aussi dispatcher ces 2 points. Important. Alors on parlait de qualité technique quand on parle d'hébergement. Alors moi je vais notamment la notion de performance. A priori c'est important d'avoir un site performant quand on parle SEO. Clairement, si on a un temps de réponse qui est tout pourri, certes, Google n'est pas content, mais les visiteurs et qui deviennent des futurs clients derrière, ils ne transforment jamais en clients. Et puis surtout, aujourd'hui, on va tous sur Internet avec ça. Et il n'y a pas de la 4G ou de la 5G maintenant partout. Et typiquement, si vous avez des clients qui sont ruraux, ça peut être intéressant d'avoir un truc qui répond vite, quoi qu'il arrive. Et ça fait partie, c'est pas que des réglages côté WordPress avec des plugins de cache, etc. C'est aussi la capacité du serveur à encaisser la volumétrie de votre site pour le faire. Alors c'est ça, la performance est une responsabilité partagée entre l'hébergé et l'hébergeur. L'hébergeur, qu'est-ce qu'il doit faire? Il doit mettre à disposition des serveurs qui sont suffisamment rapides pour encaisser les traitements des applicatifs, que ce soit un WordPress, que ce soit un Presta, que ce soit un Magento, que ce soit un site développé maison. Il faut qu'il soit capable de traiter ce qu'on lui demande de traiter dans le bon timing. Il faut qu'il ait de la mémoire pour le faire, il faut qu'il ait des disques durs qui soient performants. C'est comme votre ordinateur chez vous. C'est comme votre ordi chez vous. Voilà. Si vous avez un super logiciel qui fait un truc très bien, mais que l'ordi n'est pas assez puissant pour le traiter, il faut changer l'ordi. Voilà. L'hébergeur, il faut qu'il soit capable de gérer ses ressources, d'être sûr d'être en capacité de répondre à la demande de ses clients au jour le jour. Chez O2 Switch, aujourd'hui, on a un peu plus de 350 000 hébergés, sites hébergés, et il y en a tous les jours des nouveaux. Il ne faut pas qu'on se réveille un matin en se disant « c'est moi où il n'y a plus de place sur les serveurs ?» Ça ne doit pas arriver chez un hébergeur, hein. En tout cas qui prétend être sérieux sur le marché. Gros travail du côté hébergeur, c'est l'aspect réseau. Votre site est hébergé physiquement chez nous hébergeurs. Les internautes accèdent jusqu'à chez nous pour avoir accès au site. Donc il faut que ça marche quand vous travaillez sur le site, mais il faut que les clients qui viennent le plus possible, j'espère que vous imaginez tous avoir le plus d'internautes possible qui viennent sur vos sites, il faut qu'ils puissent venir. Donc il nous faut du réseau performant. On va parler de sécurité après. Il faut avoir des liens fibres qui tapent fort, qui couvrent bien le territoire pour qu'on ait une performance aussi géographique. D'accord ? Et il y a un point sur lequel l'hébergeur a un rôle, c'est la gestion des bases de données. Tous vos sites, à un moment, il y a une base de données. Il y a un MySQL qui traîne quelque part. Nous, notre rôle, c'est pas d'optimiser les requêtes qui sont faites sur la base. Ça, c'est le rôle de l'hébergé. Nous, notre rôle, c'est d'être sûr que le moteur de base de données, il est particulièrement optimisé pour tourner le mieux possible, et que les données sont stockées sur les disques durs les plus performants possibles. Par exemple, chez nous, c'est ce qu'on fait, toutes les bases, c'est forcément sur du SSD NVMe. Voilà. Et là, ça permet de répondre aux attentes pour vous et pour vos clients. Clairement, on parlait de performance en cache. Il y a 2 manières de faire du cache. Il y a le cache côté applicatif, qui va être plugin, etc. sur des WordPress. Vous connaissez tous les noms des plugins WordPress qui font ça, hein. Je n'ai pas besoin de citer le nom. Et vous avez aussi des briques qui sont côté hébergeur qui vont gérer du cache. Ça ne veut pas dire qu'il faut choisir l'un ou l'autre, hein. Vous pouvez tout à fait utiliser les deux bien combinés, mais c'est vraiment 2 concepts différents et qu'il est important de maîtriser en fait, dans votre choix. Et pareil, si vous ne savez pas, faites-vous accompagner. Il y a des gens sur les supports des différents hébergeurs qui sont là pour ça et vous aider à faire les bons choix. On viendra sur le cache après. Dans la qualité technique, il y a l'ergonomie. Comment on accède au service de l'hébergeur? Tous les hébergeurs, on a ce qu'on appelle un panel. On est censé avoir tous un panel. En tout cas, un système qui permet d'accéder au service. Là, c'est une capture d'écran du panel de chez nous. Ce n'est pas un outil qu'on a développé nous, hein. C'est un outil qu'on achète qui s'appelle cPanel, qui est un leader du marché. Ces 2 approches, il y a des hébergeurs qui vont développer leur propre panel, des gens comme nous qui vont prendre des panels existants. Nous, on a trouvé que le choix cPanel, il était intéressant parce que comme c'est quand même un leader de marché, il se retrouve chez plein d'hébergeurs. C'est-à-dire que le jour où vous ne voulez plus être chez nous, vous n'avez pas à réapprendre tout chez un autre. Mais c'est un critère de choix pour vous. Si vous êtes à l'aise avec une interface,
essayer de savoir qu'est-ce que c'est que cette interface-là. C'est le truc qui vous évite d'avoir faire plein de lignes de commande comme dans les Mister Robot, vous savez, le hacker qui a dans le film d'action à un moment donné. Voilà, bah, ça c'est votre hacker personnel à vous en version clic-clic. Voilà. Par contre, Patrick, tu parlais de scalabilité. Et par exemple, sur l'accès au service, il y en a qui vont vouloir automatiser des choses et donc ils vont vouloir passer sur des lignes de commande qui passent en automatique. Voilà. Donc là, il faudrait peut-être un petit accès SSH pour être un petit peu sécurisé. Il faut savoir demander à son hébergeur si c'est possible ou pas. La sécurité, tu en as parlé, Patrick. Toi, quand tu parles de sécurité à tes clients ou pour tes sites, quelles sont les thématiques de la sécurité qui sont importantes pour toi ? Bah, la sécurité de gestion, déjà, tout ce qui peut être, vous avez tous entendu parler le terme DDoS pour les attaques de déni de service, c'est en mode quelqu'un qui envoie 15 000 robots pour écrouler votre site. Bon, ben ça, un hébergeur, il doit être capable de le traiter, de le rerouter différemment, etc. Ça fait partie des points en termes de... C'est un peu lié à la perf, mais c'est de la sécurité parce que c'est une attaque externe. Et puis, il y a le côté aussi d'être capable potentiellement d'alerter s'il y a d'un seul coup un truc un peu bizarre, bah, qu'en fait, vous êtes fait hacker votre WordPress parce que vous aviez un plugin tout pété, hein, avec plein de failles. Hein. Personne ne s'est jamais fait hacker un WordPress, normalement, parce que c'est un truc super sécurisé. Et... Pardon, j'ai pas pu me retenir. C'est pas gentil, Patrick. Voilà. Mais ça fait partie des choses où vous pouvez être prévenu en mode tiens, il y a un trafic bizarre, etc. Moi, je connais des gens qui ont reçu des mails de leur hébergeur, comme mon ami ici présent, qui leur a dit écoute, là, ton truc, ça part dans tous les sens, on te coupe l'accès, tu règles tes problèmes et après, on te rouvre. Voilà. Parce que bah, ça fait partie des failles. Il y a le côté attaque externe en mode déni de service et le côté faille de sécurité avec bah, des pages qui sont créées, etc. Voilà. Alors nous, en tant qu'hébergeur, la première notion de sécurité, c'est la disponibilité. Nous, on a un métier très drôle, hein, c'est quand même de gérer aussi des lignes électriques et de l'alimentation électrique pour des serveurs. Quand Rodeswitch a fait construire un nouveau data center, moi je ne savais pas qu'il pouvait y avoir des câbles électriques aussi gros qui arrivent quelque part. Là, ce que vous voyez à droite sur la photo, c'est l'installation d'un petit groupe électrogène sur les toits dans des data centers de Rodeswitch. Hein ? Parce que nous, il faut qu'on puisse dire, on a plusieurs lignes électriques qui arrivent par des endroits différents pour être sûr que s'il y a un coup de pelle, ça ne pète pas les 3 lignes. D'accord ? Mais si jamais Enedis ne fonctionne plus, comment on fait pour que vos sites soient en ligne ? Eh bien, on a du gasoil sur le toit. On a des groupes électrogènes. On a des procédures pour les tester régulièrement, ces groupes électrogènes. Ces groupes électrogènes, ils nous assurent une autonomie de 24 heures. Et on est à moins de 10 minutes d'un prestataire qui peut nous ramener du gasoil à chaque fois par grosse quantité. Donc en fait, on peut quasiment tenir sans Enedis pendant longtemps. Alors, il ne faut pas que ça dure trop longtemps parce que ça coûte cher. Ce n'est pas le but. Mais on a cette sécurisation-là. Ça, c'est le premier rôle qu'on a. C'est d'assurer la disponibilité électrique des équipements. Et ce n'est pas une mince affaire. C'est d'avoir de la redondance à tout niveau d'ailleurs. Et on en a plusieurs, évidemment. Il n'y en a pas qu'un. Hein. Là, vous voyez la photo dedans, mais il n'y en a pas qu'un. On a une responsabilité dans la sécurité du réseau par rapport aux attaques. Alors, si vous avez installé un site web et que l'accès admin, c'est login, admin, mot de passe, venez pas me voir. Ce ne sera pas ma faute. Par contre, à moi, hébergeur, d'avoir les dispositifs pour sécuriser les attaques DDoS, pour sécuriser un maximum tout ce qui rentre dans mon data center. Et croyez-moi, tous les hébergeurs travaillent énormément sur ce sujet-là. C'est notre cœur de métier d'être paranoïaque et de sécuriser là-dessus. Donc on doit y faire très attention. Tu parlais d'accès SSH à demander il y a quelques instants. Un bon test pour savoir si un hébergeur est bon, c'est si vous n'avez pas accès en SSH, que vous lui demandez, et que la première question qu'il vous pose, c'est pas à qui je les donne, c'est pourquoi. Voilà. Ça veut dire, attends, est-ce que tu es sûr que tu vas pas faire une connerie? Et ça veut dire qu'il a cette notion de sécurité et d'accompagnement, et c'est un très bon test, ça. Ensuite, nous, on a une responsabilité dans la sécurisation des données que vous nous confiez. Donc ça veut dire qu'on doit gérer des backups quotidiens. Vous devez pouvoir savoir quelle est la durée de rétention des backups. Est-ce qu'on les garde 2 jours, 15 jours, 30 jours, 45 jours? Ça dépend des hébergeurs. Demandez à votre hébergeur. Il y a eu suffisamment d'histoires récemment sur la perte de données pour que tout le monde fasse un peu attention. Voilà. Et vérifier qu'ils sont bien stockés à des endroits différents. Exactement. Il y a la sécurité même du data center.
Là, les bouteilles vertes que vous voyez, c'est la sécurité incendie qu'on a chez nous. C'est de l'argon. Alors l'argon, c'est un gaz. Quand on le diffuse dans le data center, il fait tomber le taux d'oxygène à 13%. Alors il faut vite évacuer le personnel à ce moment-là, mais pas d'oxygène, pas de feu. Parce que l'eau et les serveurs, ça marche pas bien. J'ai pas fait beaucoup d'études de physique, mais je sais que ça marche pas bien. Avec des systèmes VESDA, c'est des systèmes donc, qui captent les informations d'atmosphère du data center et qui, s'il y a une modification, donc déclenchent ces gaz-là. C'est quelque chose qui coûte les yeux de la tête, mais qui est une responsabilité que nous devons avoir. Dernière dimension de la sécurité, c'est la sécurité contractuelle. Le droit applicable, la localisation des données. Vous devez vous poser des questions. Vous travaillez pour un client qui bosse dans le monde de la santé, vous gérez des données de santé personnelle. Tous les hébergeurs ne sont pas habilités à la recevoir. C'est la loi. Donc à vous de faire attention à ça. Mais nous, après, on doit être transparent avec vous sur quels sont nos contrats, quelles sont nos responsabilités, où sont localisées nos données, comment, etc. Ça, c'est quand même quelque chose qui est important. J'ai envie de dire à la fois contractuellement et commercialement avec vos clients. Alors, il y a hébergeurs et hébergeurs. Dans la sécurisation de tout ça, il y a des hébergeurs qui maîtrisent la chaîne, qui vont être propriétaires de l'ensemble de leurs infrastructures, donc leurs murs, leurs contrats élec, leurs contrats de fibre, etc. Il y a des hébergeurs qui vont louer chez d'autres de l'espace. Et il y a cette notion de cloud public qui sont des espèces de Golgoth du marché, avec des infrastructures gigantesques, qui sont un autre monde. Je ne peux pas vous dire l'un est meilleur que l'autre, ce n'est pas le but. Posez-vous la question par rapport à votre client, par rapport au projet, qu'est-ce qui est le plus pertinent? Je ne sais pas si tu as d'autres choses sur l'aspect localisation. Moi, il y a un truc qui me surprend toujours, c'est quand il y a des gros e-commerçants qui prennent des infras en mode chez Amazon. C'est le truc, c'est pourquoi est-ce que tu vas filer de la thune à ton concurrent en hébergement? C'est un truc qui me paraît toujours un peu bizarre, si tu veux, comme faut le demander à Netflix. Ouais, voilà. Mais typiquement, ça fait partie des réflexions qu'il peut y avoir. Et tu parlais de localisation des données. Sur des données de santé, moi, avec toutes les histoires de Cloud Act, etc., j'ai envie de dire, voilà, localiser ça chez des hébergeurs français. Pour continuer, on va rentrer dans la qualité de service. Première chose, c'est quels sont donc du coup ces services et qu'est-ce que crée l'hébergeur pour vous? Patrick vous en a parlé. J'ai besoin d'IP pour gérer mes réseaux de sites. J'ai besoin de systèmes de cache. Et puis, j'ai envie de faire du varnish, mais des fois aussi d'autres choses. J'ai besoin de gérer des backups. J'aimerais bien avoir un outil de gestion de mes WordPress. J'aimerais bien avoir ce genre de choses. Regardez ce que lance votre hébergeur. Allez, je vais me permettre un coup de pub, parce que je pense qu'il n'y en a pas grand monde qui le sait dans la salle. Si vous avez un compte de Switch, vous allez sur votre interface client, et bien là, depuis quelques semaines, vous avez accès à un Nextcloud. Vous avez 250 Go de stockage offert pour tous les hébergés. Ça, c'est un travail que nous, on doit faire, parce qu'autant vous dire que 250 Go fois le nombre d'hébergés, ça fait quelques bêtes disques derrière. Donc c'est important de regarder, est-ce qu'il y a des produits et services qui vont m'aider dans mon quotidien de boulot? Alors le gros dans le service, c'est de tester quand même ça, le service client. Patrick, je suis ton client, j'ai mon site chez toi, il ne marche plus. Il y a deux choses. Déjà, est-ce que tu peux rallumer ta box internet, Kovan, s'il te plaît? Ça fait 3 fois que je te le dis. D'accord. Non, mais au-delà de ça, il y a c'est toujours cette responsabilité, c'est de savoir où est situé le problème et de faire un diagnostic par étape. Ça peut être tout à fait le site où il y a une mise en prod et le truc qui déconne et c'est le site qui est en PLS, ça peut tout à fait arriver. Mais comme ça peut être aussi côté hébergement, ça peut aussi être, combien de fois je l'ai vu ça aussi, des pannes de DNS côté Orange. C'est un truc, ça arrive, des fois, tu as tout le truc qui est en PLS et tous les gens sur mobile, ils n'arrivent plus à accéder au site. C'est ni l'hébergeur, ni la boîte qui fait le site web qui sont en cause. Là, pour le coup, c'est ça. Donc, tester sur différentes devices pour réussir à identifier le problème. Voilà. Et ça, c'est typiquement des trucs où, en général, on fait le ticket à l'hébergeur. Bon, eux, ils sont sympas, ils répondent super vite. Et puis, sans se foutre de nous, en plus, si on s'est planté. Et puis, on va dire, au fait, ça, c'est ça. Et puis, désolé, mais là, on ne peut pas grand-chose pour vous parce que c'est pas nous. Alors par contre, avec un hébergeur, vous allez un peu obtenir ce que vous projetez. Si vous m'ouvrez un ticket en disant « Qu'est-ce que vous avez fait comme connerie ?» Moi, rien. Par contre, tu as mis à jour PHP et tu n'as pas fait ta recette. On ne sera pas copains. C'est dommage. Si par contre vous dites « J'ai un problème, j'ai identifié ça, j'ai testé ça », si vous explicitez à votre hébergeur
Quel est le problème identifié? Qu'est-ce que vous avez testé? Quels sont les éléments que vous avez? C'est plus facile de vous répondre. On ne peut pas être des devins. Hein? C'est super important ce que tu dis, d'être capable d'expliciter son problème. Bah bien sûr. Et même si vous y comprenez rien, parce que c'est un hébergement que vous avez pris pour votre site, Faites des captures d'écran. Faites des captures d'écran, expliquez même avec vos mots. Voilà, personne ne vous demande de devenir d'un seul coup infogérant en mode au fait, là, c'est la ligne de commande machin qu'il faut que tu lances dans le cluster là, et s'il te plaît, ça marche ça. Sinon, c'est au fait, j'ai fait ça marche pas, est-ce que vous pouvez m'aider? Puis, voire même, mettez, j'y comprends rien. Et puis, il y a une forme ici, il y a un mot technique qui est important de rentrer, ça, c'est penser à le mémoriser dans un ticket, c'est s'il vous plaît. Ouais, ce serait sympa. Voilà. Alors la plupart le font, Oui. c'est cool. Pas tout le monde. Ce qu'il faut regarder quand on choisit, avec un hébergeur, un service client, c'est les plages horaires auxquelles il va répondre, les délais de réponse, par quel canal je peux le faire. Et je tiens à rappeler à la confrérie SEO que Twitter n'est pas un canal de support. La qualité des réponses, accessoirement, si les mecs sont sympas, c'est quand même, me semble encore plus cool. Testez-le quand vous avez un hébergeur. Ouvrez un ticket un samedi à 22 h. Regardez comment il est traité. On va aller vite là-dessus, la qualité commerciale, quels sont les prix, quelles sont les options de prix que j'ai. Je veux des IP supplémentaires, ça me coûte combien? Est-ce que j'ai des limites sur la taille de ma base de données? Si je veux l'augmenter, comment ça se fait? Tu parles de scalabilité, elle est aussi là-dessus, hein, sur comment je peux faire vivre mon projet dans le temps avec mon hébergeur. Pensez à le regarder, ça. Regardez l'évolution des prix aussi. Tiens, il m'annonce un prix A, ça fait combien de temps qu'il est à ce prix? Est-ce que ça a augmenté dans les 3 dernières années ou pas? Un point, si tu m'autorises, que je trouve important de préciser, c'est suivant le site que vous avez, la course au prix pour trouver l'hébergement le moins cher possible, stop. Ça, c'est pas négociable. Pensez bien que l'hébergement, c'est pas le truc à trouver à pas cher et le moins je mets d'argent dedans et puis c'est cool, je fais des économies. Voilà. Se dire qu'on n'est pas capable de mettre plus de 5 balles par mois, alors bon, je dis 5 balles parce que c'est le tarif chaud de Switch et je suis très content de ce qu'ils font, mais encore une fois, on a dit c'est pas de la pub. Sur un site e-commerce qui va vous générer 10, 50, 100, 200, 300 000 euros par mois, là, il faut partir sur un hébergement infogéré avec des mecs qui sont capables de répondre au téléphone quand ça part en cacahuète, vous avez la ligne directe des gars. Il faut arrêter la course au bas prix. Un site web et un hébergement, en fait, c'est un local que vous louez dans une rue sympa pour mettre votre magasin. C'est important d'investir et de mettre de l'argent dans l'achat d'un hébergement. Ce n'est pas juste une course au bas prix. Et potentiellement dans le service associé. Exactement. Nous, on a des clients de Switch qui ont des gros e-com, mais par contre, il y a un infogéreur au-dessus qui travaille avec eux. C'est vraiment important de savoir investir sur son hébergement. C'est un parent pauvre hein, dans le web en général, l'hébergement. Avec j'ai vu une offre à 2 euros, on va faire ça. Voilà. Quand vous êtes SEO, vous avez tous entendu, un coup, vous faites un devis à un client, puis il vous dit ouais, mais il y a un tel machin, un freelance, il me fait un truc à 50 balles par mois. Vous dites mais arrête, n'importe quoi. En hébergement, c'est pareil. Il y a différentes qualités et en fait, plus vous mettez cher et plus vous avez de services. Voilà. Pour conclure cette intervention, les services, au-delà du service client qui a priori sont clés pour un SEO, ça va être effectivement l'interface d'admin, comment j'accède à mes services d'hébergement, la gestion des backups, parce que vous faites beaucoup bouger vos sites, plus que le standard des gens, hein, des gens normaux du web, si je me permets. Ça peut être la gestion des mails, hein. C'est compliqué le mailing, hein, c'est compliqué. Testez ça chez votre hébergeur. Les services de cache, vous avez besoin de perf, particulièrement vous. La gestion des IP, combien j'ai d'IP disponibles et à quel prix elles sont pour gérer mes différents sites. Et si j'ai décidé d'utiliser des CMS, est-ce que ce CMS il est facilement déployable chez cet hébergeur? C'est une grille de lecture au-delà de ce qu'on vient de dire qui permet de se dire ça doit être clé normalement pour des SEO. Voilà. On est bon, Sandrine, dans le temps? On a respecté? Oui, vous êtes top. Merci. Je vous remercie. Est-ce qu'on a le temps de prendre une ou deux questions s'il y en a? Oui, bien sûr. Et il nous faudrait une petite question mug aussi. Ah, il faut une question mug. C'est pour savoir si les gens ils ont bien écouté. Il faut une question mug. J'ai envie de dire qui c'est qui paye l'apéro ce soir, mais ça fait une réponse compliquée, tu vois. Ah, bonne réponse.
Bravo. On avait une vraie question là-bas. Alors, il y a un petit jeu. Si vous posez une bonne question, vous gagnez un canard. Si la question est bonne, je vous donne un canard. Ok, Voilà. d'accord, je vais essayer alors. Je voudrais comprendre un truc chez O2Switch. Comment vous faites au niveau du support pour répondre aussi vite et aussi bien? Parce que, attendez, en 20 ans, j'ai au moins essayé 10 hébergeurs France, Europe et dans le monde. Est-ce que tu pourras penser à nous passer ton RIB à la fin? Ouais, non, je suis pas là pour faire de la lèche, mais c'est que j'en ai marre de tomber à chaque fois sur des rigolos. Et pour une fois, il y a une boîte en France qui arrive à avoir un support qui vous répond bien, correctement, et pas à côté de la plaque, même si vous exprimez mal. Et ça, c'est quand même assez rare. Et ça, il faut quand même le souligner. Et je suis pas là pour faire de la lèche. Je voudrais savoir comment ils font eux. Comment c'est-il qu'eux, ils arrivent à répondre vite et bien? Alors déjà, merci beaucoup de ce témoignage. C'est l'ADN même de la boîte. C'est le fait de pouvoir être au service de nos clients et répondre vite, c'est l'ADN qui a créé cette boîte-là. Derrière, alors on ne dévoile pas la taille des équipes en public, etc., tout ça. On n'est pas une énorme boîte, hein. On n'est pas 50 000 chez O2Switch. Par contre, il y a plusieurs dimensions dans ce que tu dis. La première, c'est le recrutement. Est-ce que j'ai des mecs qui sont un peu des mecs à tout faire? Est-ce que j'ai un mec qui peut me répondre très bien sur de l'admin 6 Linux et en même temps très bien sur du WordPress et de la config WordPress? Pas facile à trouver. Des fois, il faut les former pour. Donc il y a le recrutement, avoir les bons gars au bon endroit. Je suis à peu près persuadé qu'on les a. Même à Clermont-Ferrand, pour toutes les mauvaises langues qui traînent dans cette salle. Represent. Ça va. La deuxième dimension, c'est la simplicité. On n'a pas des process compliqués avec des outils de ticketing, etc. T'appelles, t'as tes 3 minutes d'attente, t'as un mec qui répond. Et il a accès au système. Voilà. C'est un des avantages de l'offre unique. J'ai un seul type de contrat, donc tous mes clients sont mes Platinium, en fait. J'ai pas à me dire, lui, je dois répondre un temps. Parce qu'en fait, déjà, quand je dois réfléchir en combien de temps je dois lui répondre, j'ai perdu une demi-heure. Moi, je réponds. Donc c'est efficacité. Ça. Et après, je te dis, c'est avant tout une volonté de la boîte d'être comme ça. Voilà ce que je peux te dire. Merci. Tu as même droit à des bonbons. Et c'est la seule transaction qu'il y a eu entre nous pour cette question. Moi, j'ai juste une question justement sur l'offre unique. Donc, c'est très bien pour les petits sites, on va dire, mais dès qu'on commence à monter sur des un peu plus gros sites, moi, j'aimerais bien avoir la même qualité de service, mais avec du coup, votre qualité de service, mais pour des sites un petit peu plus gros. Et du coup, j'arrive pas forcément toujours à trouver. D'accord. Donc, c'est pas du tout dans vos projets de justement sortir de cette offre unique qui est votre cœur de métier. Mais... Alors, j'ai envie de te dire, il y a gros et gros. Il y a des mecs qui traitent Patrick de gros et des mecs qui me traitent à moi de gros. Aujourd'hui, on peut héberger des sites à fort trafic. Pas plus tard que lors d'un événement qui a eu lieu samedi dernier, organisé par Sandrine Bertrand, qui est là, co-organisé par Sandrine. J'ai discuté avec un des participants qui me dit, moi, sur ton offre unique, j'ai un site qui monte à 25 000 utilisateurs simultanés et 1,5 million de traf mensuel. Donc je peux aller chercher du site à traf sur l'offre unique, pas de souci. Après, il y a des moments où, oui, je peux atteindre des limites. Et dans ce cas-là, on peut avoir une discussion. Il n'est pas disponible en ligne comme ça en self-service. On sait faire du dédié. Voilà. Encore une fois, suivant le besoin que vous avez en termes de dimensionnement, d'hébergement, la bonne manière, c'est d'appeler le support, même en amont, de prendre un truc, d'avoir un contact commercial et de dire voilà, mes besoins, c'est ça. Et pour les gens qui ne connaissent pas d'ailleurs en dimensionnement, la bonne question, c'est vous prenez Analytics avec vous, parce que vous avez forcément Google Analytics sur votre site. Vous dites voilà, en moyenne, je fais tant de trafic par jour et tant de simultanés, et puis j'ai des pics des fois à temps. Voilà, vous indiquez ces 3 infos à un hébergeur, et déjà il va être capable de vous dire ok, ça, il faudrait ça, ça le fait chez nous, au contraire là. Voilà, c'est les infos importantes que vous pouvez donner en amont. En gardant en tête que je n'ai aucun intérêt à te faire te planter avec moi. Si je te pousse à venir sur mon offre pour ton site, je n'ai vraiment strictement aucun intérêt à ce que ça crache. Logique, parce que sinon
on va perdre du temps ensemble parce qu'on va pas avoir passé du temps en support, alors qu'en fait, c'est pas la bonne offre. Tu vas pas être content, tu vas le crier fort sur Twitter. Moi, il va falloir que je réponde. C'est une mauvaise pub, etc. On a tout intérêt à ce que ça se passe bien, en fait, ensemble. Ça doit être la mentalité, en fait, de la relation, en tout cas. Une autre question? Une dernière question? Vas-y, Valérie. Souvent, tu sais, le dimanche soir, là, sur Capital, tu as les sites, ils te citent certains services. Donc, au moment où tu veux te connecter sur le site, tu n'as plus rien. Ça arrive 9 fois sur 10. Hein. Clairement, à chaque fois, le succès critique. Voilà. Est-ce que, du coup, vous, en termes de charge, tu vois, est-ce que ça passe quand tu as des gros pics comme ça ou pas? Ou il faut vous... Discutons-en avant. On en discute avant et on voit ce qu'il faut faire. Voilà, un bon hébergeur est capable de répondre à ça. Je vais parler tout truc, pas au de switch ou pas au de switch. Mais la bonne pratique là-dessus, c'est préviens ton hébergeur en amont en disant au fait, parce que tu le dimanche, je passe sur Capital. Voilà, tu le découvres pas si tu veux en même temps que tout le monde à la télé que tu vas passer sur Capital. Donc tu préviens ton hébergeur en amont, tu fais au fait, on va avoir un passage télé ou radio ou machin, mais prévenez de vos campagnes de com. Je sais pas, vous achetez une méga base d'emails que vous allez shooter, vous achetez une méga campagne de pub diffusion et vous savez que vous allez avoir un gros pic de trafic. Faites un petit mail à votre hébergeur. Au fait, on va avoir un pic de trafic, on pense à peu près tant, ça tiendra ou pas? Et vous serez surpris d'avoir une réponse en mode OK, on te met un petit truc en plus pour que ça tienne et voilà. Toujours pareil, c'est prévenir et communiquer, vous aurez des solutions en face. Voilà. Exactement. Merci à toutes et tous. Merci aux orgas. Merci à l'animatrice de salle tellement incroyable qu'on a eu la chance d'avoir avec nous. T'as fini, ouais. Et j'ai rien à te demander. Merde. Et bonne continuation pour la suite de la journée. Merci à tous. On les applaudit bien fort.